Alors ce séminaire est un peu spécial puisqu'il consiste non pas dans un séminaire que je vais faire là directement pour vous, mais plutôt une reprise d'une intervention qui a eu lieu au Québec en avril dernier par Zoom interposé, puisque vous le savez peut-être, mais depuis 3 ans, un groupe québécois m'a demandé d'intervenir dans le cadre du CEINR autour de Marie-Ève Garand, avec Guy Robert, Lidvine, Otto, Isabelle, Juliane, Guylaine, Nancy, Marianne. Tous ces gens m'ont invité là récemment en Abitibi, c'est une région lointaine du Canada, on est tranquille. Et donc ils m'ont demandé de reprendre cette intervention sur les discours parce que ils l'ont trouvé pédagogique. Alors la plupart des gens me disent tu parles souvent des discours mais c'est quand même un peu complexe, c'est très technique, on n'y comprend pas grand chose, ce sont des mathèmes, etc. Alors je dis ben oui, vous pouvez aller voir parce que j'ai fait déjà plusieurs interventions sur les discours, plusieurs présentations et finalement celle qui a été faite en avril a été considérée comme plutôt éclairante et pédagogique, donc c'est celle-ci que vous allez voir. Alors bien sûr, tout n'y est pas dit parce que c'est une petite manière d'aborder les discours. Les discours, c'est le nerf de l'enseignement lacanien, parce que le système nerveux, c'est justement ce qui nous permet de faire avec le réel. Vous le savez, j'en ai déjà assez parlé, entre le principe de plaisir, le principe de réalité qui s'articulent ensemble pour nous permettre de vivre en nous tenant isolés du réel. Le réel, en fait, c'est ce que nous traitons avec notre système nerveux. Et donc, ça, c'est effectivement cette notion de discours, c'est le nerf de l'enseignement. C'est pour ça que ce qui ne fait pas appel au discours n'est pas de la psychanalyse. La psychanalyse est une clinique du discours et un discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un analyste reçoit quelqu'un, c'est une cure par la parole qui va avoir lieu. Et donc, les modes d'élocution du sujet en analyse vont être analysés par le psychanalyste, bien sûr, mais surtout par lui-même. Il est censé entendre ce qu'il dit. Et il va comprendre, en entendant sa propre parole, que sa parole est déjà déterminée, conditionnée par une structure. Ce que découvre Lacan, donc, c'est que le discours, ce n'est pas la parole. C'est la manière dont la parole va se trouver contrainte par des structures et va être signifiée d'abord par cette structure. C'est pour ça que les discours sont au nombre de 4. Le discours du maître, vous verrez, on ne peut pas y échapper. Il y a toujours une structure discursive a priori. Quand un enfant arrive au monde, il y a déjà un discours qui l'attend. Et il va essayer de trouver sa place dans le discours. Donc, par rapport au discours capitaliste qui est justement non pas un discours au sens à proprement parler lacanien, parce que discours et lien social ou éthique, ça veut dire la même chose, mais un discours que rajoute Lacan à 1000 ans et qui va montrer comment fonctionne aujourd'hui un nouveau discours du maître qui est ce discours capitaliste. Et ce discours capitaliste, il permet justement d'évacuer la notion cruciale d'aliénation à laquelle nous sommes soumis, du fait même d'être des êtres parlants. Parce que bien sûr, la psychanalyse, si elle est une clinique du discours et un discours, c'est parce que l'homme se définit d'être le porteur de la parole, un être parlant. Et donc, en tant que tel, le nouage qui se fait entre la parole et le corps va être inféodé lui-même à des structures. Lacan n'est pas structuraliste, mais il connaît la structure, et la structure, c'est quelque chose qui conditionne les possibilités même de la forme. Donc nous avons un discours de l'analyste qui vient comme étant
non pas l'envers du discours du maître, mais le discours du maître est son envers. C'est-à-dire que c'est comme si, par la parole pouvant passer de l'autre côté, nous pouvons concevoir qu'il y aura eu au futur intérieur un discours du maître. Ce discours du maître, c'est le discours primordial, prioritaire. Et donc, cette théorie des discours-là, elle est cruciale. Lacan ne la quitte jamais. Se mettre au service du discours de l'analyste, c'est vraiment la mission de l'analyste. Or, s'il y avait eu des analystes pendant cette période trouble du covidiotisme, que j'appelle aujourd'hui aussi covidioclimatisme, puisque ce sont les mêmes principes qui agissent, ce sont des structures discursives qui sont intégrées au discours capitaliste, qui sont des avatars du discours capitaliste, ce que j'ai appelé dans un autre séminaire en référence à Stendhal, les saucisses idéologiques, donc que ce soit l'antiracisme, LGBT-féminisme, l'écolo-climatisme ou le technologisme, ce sont des avatars du discours capitaliste. Et donc pour pouvoir intégrer ces notions-là, il s'agit de connaître bien la structure des discours, savoir comment ça fonctionne, puisque le discours va conditionner pour le sujet sa jouissance et ses capacités désirantes. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de psychanalystes, ou se prétendant tels, mais peu de psychanalyse, en vérité. Parce que, évidemment, la psy, c'est-à-dire psychothérapie, psychologie, psychiatrie, tout ce qu'on appelle les psys, ne répondent pas, ne ressortissent pas du discours analytique. Le discours analytique, c'est quelque chose de très précis. Et c'est une structure qui impose son éthique à l'analyste. Donc, quand il y a des cas comme le cas du frère Miller, enfin les deux frères sont dans le même genre de discours. Quand on dit si ce n'est toi, c'est donc ton frère, ça a tout son sens là-dedans, puisque ce n'est pas du discours analytique. Voilà. Le discours analytique permet justement de sortir du diktat de l'opinion et de l'emprise du discours dominant, parce que ça parle d'autre chose. Cette autre chose, c'est bien sûr un autre type de rapport du sujet à la parole qui le conditionne dans son être par son éthique. Donc un des synonymes de discours, c'est éthique. Il y a une certaine éthique au sens de l'étiquette, c'est un certain comportement, vous verrez dans l'intervention, j'en parle un petit peu. C'est-à-dire, le discours universitaire, réclame une certaine étiquette. Quand vous êtes à l'université, vous avez quelqu'un qui se met en position de S2, donc en position de savoir, un savoir, une connaissance plutôt, qui se met en position de signifiant maître, et qui s'adresse à des astudés, des petits tas étudiants qu'il s'agit de former comme ça. Et évidemment, on demande à ce que l'étudiant cite ses enseignants à la fin, dans son mémoire, etc. C'est quelque chose qui tourne en rond, et le discours universitaire, vous verrez, c'est le discours qui, par sa collusion avec le discours du maître, a donné le discours capitaliste d'aujourd'hui. Donc, c'est toujours autre chose que ce que vous entendez dans l'actualité, c'est une autre manière d'envisager les choses, et pour restituer la dimension historique de cette histoire, donc si Lacan attribue à Freud la paternité du discours analytique, bien que Freud ne l'ait pas thématisé de la même manière que Lacan, c'est-à-dire que il l'a fait, mais il n'en a pas parlé, tandis que Lacan, lui, a entendu et il l'a mis en mathème, il a explicité ce qu'avait fait Freud, notamment de sortir de sa position de maître, justement pour se mettre au service par l'écoute de son analysant, qui était appelé encore un patient à l'époque, puisque quand on dit analysant, c'est que c'est l'analysant qui doit faire le travail. Il doit faire le travail de s'entendre parler. Donc tout ce travail de discours-là, ça révèle qu'il y a un invariant qu'on retrouve à travers les époques et qui s'appelle le discours dominant. À l'époque de Rabelais, c'est là que j'arrive sur un petit livre fort intéressant qui peut vous apprendre à lire. Donc, vous savez que Rabelais était médecin, mais il était aussi moine franciscain. Avant, c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, mais surtout avec un très grand esprit. À la sortie de ses livres, il a été bien sûr suspecté d'athéisme. Et à l'époque, athéiste, c'était l'équivalent d'aujourd'hui complotiste, c'est-à-dire c'était être mis au banc et
Évidemment, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, il y a un discours dominant, mais ce à quoi s'attaque Rabelais, parce qu'il est très fin, ce n'est certainement pas les Écritures, parce qu'il a bien compris l'intérêt. Ce à quoi il s'attaque, lui, c'est à ceux qui se placent dans la médiation de ces écritures. Donc le discours dominant à l'époque, c'est le discours de l'Église. Or, comme vous le savez, l'Église, elle se met la plupart du temps, et c'est la raison de la Réforme, et notamment de Luther, du côté des puissants. Parce que bien avant Marx, on avait compris déjà que les idées dominantes d'une époque sont les idées de la classe dominante de cette époque. Donc il y a une appropriation des signifiants du discours. Donc il y a eu l'Empire romain qui s'effondre au IVe siècle. À partir de là, il y a une petite période de flottement, puis s'installe donc ce qu'on appelle le christianisme, et donc qui est fondateur de notre société, notre civilisation. Mais il ne faut pas croire que les gens qui se réclament du christianisme sont des chrétiens. C'est qu'ils utilisent les signifiants du christianisme pour leurs propres affaires, que ce soit dans l'Église ou dans les cercles de pouvoir. Exactement comme aujourd'hui, on utilise la science en se disant au nom de la science, mais c'est pas du tout de la science, c'est juste pour servir des intérêts personnels, ou de caste ou de classe. Donc cette critique des discours et ce discours sont ce que permet la psychanalyse. Et donc, à partir de cette lecture-là, vous pouvez vous saisir du fait que celui qui est considéré comme l'athéiste à l'époque, donc je vous rappelle que c'est la plus grave insulte d'être considéré comme un athéiste, c'est mis au banc de la société, eh bien, c'est l'équivalent de notre complotiste aujourd'hui. Donc, quand on voit les philosophes, tous les pseudo-psychanalystes qui ont parlé de complotisme, etc., qui ont fait de la retape pour les labos Pfizer, le marketing de Pfizer comme si c'était de la science, on voit la déliquescence de la philosophie. Lacan disait qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu un philosophe qui a dit quelque chose d'intelligent. Ben oui, c'est vrai. En tout cas, depuis Heidegger, il n'y a rien été dit d'intelligent en philosophie, ça c'est certain. Et Lacan, lui, a pris ce qu'il fallait de Heidegger, notamment son travail sur das Ding, la chose. Parce que l'usage que faisait Heidegger de la langue allemande, de sa structure, lui a permis de saisir quelque chose, justement, de la découverte freudienne de l'inconscient, qui est la seule possibilité pour nous de sortir de notre aliénation, à savoir que l'aliénation n'étant pas à prendre comme, on le croit souvent, comme une aliénation sociale, mais d'abord une aliénation à notre propre fantasme. C'est pour ça que le discours, justement, c'est le lien social, mais dégagé de toute nécessité de groupe. Ça évite cette hérésie de se dire psychanalyste et gauchiste, ou de droite, ou je ne sais quoi. Ça n'a aucun sens pour un psychanalyste, puisque c'est ni pour ni contre, c'est au contraire. Ou, comme j'aime le répéter, ni gauche ni droite, nitroglycérine. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Je vais revenir sur donc ces différentes notions en essayant de les rendre, disons, digestes, parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est assez complexe. C'est assez complexe parce que la réalité humaine est complexe. Elle est complexe notamment dans le fait que nous soyons les porteurs de la parole, donc des êtres de parole. Nous sommes la seule espèce à être équipée d'un bloc audio-vocal. Ça ne veut pas dire que les autres espèces ne sont pas sensibles à la parole, mais elles ne peuvent pas parler. Nous sommes ceux qui sommes chargés de porter la parole, puisque nous sommes les seuls à être équipés d'un larynx et de 2 oreilles. Donc, ce qui fait de nous des corps parlants. La difficulté, elle est là. C'est-à-dire que instaurer la dimension humaine comme étant celle du corps parlant va nous forcer à ramener beaucoup
de ce qu'on croit savoir a une dimension qui va être celle de la parole. Par exemple, ce que dit Lacan concernant les 10 commandements, la religion juive, donc, qui, vous savez, c'est la voie législative, la voie de la loi, l'instauration de la loi. Eh bien, ces 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère, blablabla, en fait, tous ces commandements sont des commandements qui sont liés à la parole parce qu'il n'y a de loi que de la parole. Il n'y a de loi qui ne peut s'exprimer que par la parole. Par exemple, ce que découvre la physique avec des formules comme P égale mg ou E égale mc2, ce sont des formules ramassées, mais qui nécessitent l'usage du logos, donc de la parole, en tant que la parole est une loi et possède elle-même une dimension de loi. Il y a des lois et nous ne connaissons pas ces lois. Et tout le monde connaît, entendu parler, du fait que nul n'est censé ignorer la loi. Donc ça veut dire que si vous ne connaissez pas les lois, eh bien, c'est à votre détriment. Vous êtes censé les connaître, même si vous ne les connaissez pas. Alors là, on se heurte tout de suite à quelque chose qui a un rapport justement avec cette histoire de parole et ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ces notions de discours. Puisque s'il y a une loi, toute graphie nécessite une orthographe. Donc, pour revenir un peu sur la transition entre la découverte de la linguistique générale par Ferdinand de Saussure dans un cours remarquable qui a eu lieu en 1920 et qui était vraiment un trait d'esprit. C'est un très jeune garçon, Ferdinand de Saussure. Il sort un cours de linguistique générale, un cours magnifique, un cours magistral, et c'est quasi simultané avec la découverte freudienne de l'inconscient. Et pourtant, la linguistique en tant que telle, même si elle permet de repérer certaines lois concernant notamment l'organisation du signifiant, du signifié, etc., en fait, elle ne permet pas de saisir la psychanalyse. Et Lacan développe la thèse que Freud déjà, dans la propre dynamique qui était la sienne et qui est différente de celle de Saussure, a déjà inventé quelque chose comme ce rapport à la parole qui nous ramène à cette théorie des discours. D'abord, il est parti d'une observation géométrique qui était celle de on ne peut tirer que 4 points dans l'espace dans lequel on vit qui soient équidistants. Il y a du point A au point B, tu prends une mesure. Du point B au point C, tu prends une mesure qui est la même que celle du point C au point A. Et ensuite, en élévation, tu crées un autre point, D, qui va avoir la même distance. Et tu vas avoir une distance pour chaque point. Et on va avoir aussi le carré d'Apulée, le carré d'Aristote, etc. Et donc, à l'intérieur de ces 4, il y a une topologisation possible, le coin en haut à gauche, le coin en haut à droite, le coin en bas à droite, le coin en bas à gauche. Et donc, le 4, c'est les 4 points cardinaux. C'est ce qui semble être dans ce qui gouverne notre perception de l'espace. Ça semble être un invariant qu'on retrouve partout. Donc, effectivement, ça s'appelle la théorie des 4 discours. Et ce sont 4 mathèmes qui fonctionnent à l'intérieur d'une matrice à 4 titres. Les flèches sont importantes, donc ce sont les arêtes du tétraèdre. Et dans chacun des discours, il y a un retour qui est impossible. C'est-à-dire, du bas à droite au bas à gauche, ce n'est pas possible. Il y a toujours un impossible. Ce qui fait que le passage d'un discours à l'autre se fait par un quart de tour, et on passe d'un discours à l'autre, mais il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas faire, parce qu'on a un plan qui est celui de la réalité, celui de l'impuissance, et en fait, tout le travail de la psychanalyse va être de permettre de ramener l'impuissance à l'impossible à dire,
Alors, le discours du maître, c'est le discours obligé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas y avoir de discours du maître. Ça veut dire que pour un enfant, quand il arrive au monde, il est dans un état de minorité. Il y a déjà des choses en place, il y a déjà des lois en place, et il a déjà affaire à un univers qui est déjà structuré symboliquement, un univers qui est structuré par la parole. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre des lois qui sont déjà instaurées. Il n'a pas le droit tout de suite de faire n'importe quoi. On va lui dire oui, ça non, tu vas manger comme ça, à telle heure, après il faut que tu ailles à la selle, etc. Il y a tout de suite quelque chose qui s'instaure et qui va être de l'ordre d'une loi. Donc le discours du maître, effectivement, il a quelque chose à voir avec le fait qu'il y ait une loi. Mais pour autant, il n'est pas à confondre avec cette loi. Parce que ce discours du maître, là, c'est justement ce qui vous convoque maintenant à faire un saut périlleux dans votre esprit, parce que même si le maître dont on parle là, dans le discours du maître, il s'origine prioritairement sur la façon dont Lacan reçoit l'enseignement de quelqu'un qui considère lui comme son seul maître. J'ai cité Kojève, c'est-à-dire celui qui enseigne à Paris la lecture de la phénoménologie de l'esprit de Hegel à un petit groupe d'esprits très brillants, parmi lesquels Queneau, Léris, Bataille, des gens qui sont des poètes et des esprits très élevés et qui vont assister au cours de ce type-là, qui est lui-même un personnage remarquable, c'est-à-dire qui est capable de se battre en duel, comme de proposer une lecture de la phénoménologie de l'esprit qui soit absolument remarquable, au point où Lacan, donc, je vous l'ai dit, le considérera comme son maître. Qu'est-ce que c'est que le discours? C'est un peu de ça, un peu de ça. Il est efficace, il est directement en tant que discours, mais nécessairement. À la différence de la prière, l'effet nécessaire, mais comme dans la prière, c'est le discours seul qui agit. À la différence de l'ordre, ce n'est pas médiatisé, c'est le discours seul qui agit, mais comme dans l'ordre, c'est nécessaire. Eh bien ça s'appelle, mais vous c'est toujours ennuyeux parce que la parenthèse c'est mauvais, c'est contradictoire, ça s'appelle le commandement moral. C'est ton devoir, mon cher. C'est un impératif catégorique. C'est un ordre. Mais, on ne peut pas m'obliger. Au fond, je n'ai rien à faire. Et moi, je prétends que j'ai bien travaillé ça. Mais ce qui compte, c'est que je dois être moral. Parce que je fais aucune espèce d'importance que j'assassine ou non, ça ne sais rien. Mais l'essentiel, c'est d'être moral. Bon, ben, ça, on ne l'est pas. Seulement, on doit l'être. Nous autres. Alexandre Kojève, donc, qui, à l'époque, fait une lecture de la phénoménologie de l'esprit, et notamment de ce passage de la phénoménologie de l'esprit, qui va beaucoup marquer Lacan, qui est la dialectique du maître et de l'esclave. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant, puisque c'est là qu'il va prendre le désir comme, a priori toujours, un désir de reconnaissance. Et ça, c'est le travail de Hegel, désir de reconnaissance, reconnaissance du désir. Ça veut dire que Hegel, dans sa phénoménologie de l'esprit, il met en place plusieurs situations pour déployer la dialectique qui fasse que l'esprit du lecteur se trouve convoqué par les impasses rencontrées à déployer une autre scène, un champ, sur lequel il arrive à dépasser les impasses précédentes. Vous savez, pour comprendre ce fameux truc de la négation, de la contradiction et de la négation du discours par la contradiction, il faut se référer à un discours pratique. Supposez que vous allez dans un café et vous demandez au garçon, apportez-moi de la bière, mais ne me portez pas de bière. Eh bien, vous n'aurez pas de bière. C'est comme si vous ne disiez rien.
C'est-à-dire qu'on vous demandera de sortir. Si vous venez ou si vous vous taisez dans un café, au bout d'un certain temps, on vous dira sortez, monsieur. Bien, si vous commencez à parler de cette façon, on vous dira aussi, vous savez, monsieur, sortez. Donc, vous voyez, voilà pourquoi la contradiction annule le discours. Un discours contradictoire existe, mais il est équivalent au silence. C'est pourquoi beaucoup de gens se taisent sans s'en rendre compte. Dans la dialectique du maître et de l'esclave, en fait, il s'agit de ce que Hegel appelle le fait de vouloir être reconnu par un autre. Et s'engage là une lutte de pur prestige entre le maître, qui n'a pas peur de mourir, et l'esclave qui, au dernier moment, par peur de mourir, va se soumettre, et donc, évidemment, le maître a gagné, mais il n'obtient pas pour autant sa reconnaissance. Parce que, pour être reconnu, il faut qu'il soit reconnu par quelqu'un qui lui soit égal. Or, l'esclave, en se couchant et en n'allant pas se confronter à la mort, qui est le véritable maître, eh bien, le maître va manquer sa reconnaissance, puisque être reconnu par un esclave, ça ne vaut rien. Donc, ça ne vaut pas d'être reconnu. Il peut être reconnu que par un autre maître. Et donc, cette dialectique du maître et de l'esclave va être une impasse qui va amener Hegel, et vous allez voir que l'esclave, là, en fait, le paradoxe, c'est que vous allez le retrouver dans le discours de l'université. C'est-à-dire le discours universitaire, dit Lacan. Parce que l'esclave, c'est l'universitaire. L'esclave, c'est celui qui va essayer de faire croire au maître qu'il a besoin de son savoir à l'esclave universitaire. Parce que c'est un savoir-faire, d'abord, le savoir de l'esclave. L'esclave, lui, il sait comment faire jouir le maître. Et il va persuader le maître que le maître a besoin de lui, il a besoin du savoir-faire jouir le maître de l'esclave. Évidemment, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'ultra-domination du discours universitaire. On voit bien que c'est un discours d'esclave, parce que le discours d'esclave se reconnaît à, regardez le mathème, c'est le S1 qui est sous la barre à gauche. C'est-à-dire le S1 est ce qui est appelé le signifiant maître. C'est-à-dire que c'est ce à partir de quoi s'organisent toutes les possibilités de la chaîne signifiante. Et ça, cette position en bas à gauche, sous la barre, c'est la vérité. Donc, mais si c'est sous la barre à gauche, ça veut dire que la vérité, là, elle est refoulée et elle n'apparaît pas. Puisque au départ, ce schéma-là, il s'organise avec la vérité qui est en bas à gauche du discours, qui est inconsciente et qui est refoulée. Et donc, le fait qu'elle soit refoulée donne naissance à deux flèches, une qui monte d'en bas à gauche vers en haut à gauche, qui est la place dite de l'agent, mais qui est aussi la place du semblant. Donc, ce qui vient à la place de. Donc, dans le discours universitaire, vous avez un S2 qui est une connaissance par rapport à un savoir, c'est pas la même chose. Une connaissance, c'est que les universitaires répètent ce qu'ils ont appris de l'université, mais ils n'ont jamais fait l'expérience par eux-mêmes. Un universitaire peut tout savoir, par exemple, de la corrida, mais il va jamais descendre dans l'arène toréer un taureau. Donc, ce en quoi le discours universitaire, c'est le discours le plus trompeur, parce que il fait recel du signifiant maître. Et donc, vous avez là, dans ce discours universitaire, une des possibilités de résoudre l'impasse qui est posée par le discours du maître. Je vous le présente dans cet ordre-là parce que vous verrez que c'est une histoire de commodité. Il y a deux discours qui vont essayer de résoudre l'impasse posée par le discours du maître. C'est le discours de l'université et le discours de l'hystérique. Donc, discours universitaire, discours hystérique sont les deux tentatives de sortir du discours du maître. Pourquoi doit-on sortir du discours du maître? Et est-il possible d'en sortir? Donc, le discours du maître, on l'a vu, c'est il y a déjà un discours, et puis il y a déjà un discours qui me domine. C'est-à-dire que ça se passe au-dessus de moi. Donc, c'est maître par rapport à moi. Mais pour mieux imaginer ce discours du maître, d'abord, il faut différencier les deux maîtres dont on parle dans Hegel. C'est-à-dire, il y a le maître antique, Aristote,
c'était celui qui avait le savoir, qui avait acquis quelque chose de l'ordre d'une position de domination d'un ensemble de populations. Et puis, il y a le maître moderne, et c'est plus du tout la même chose. Donc, le discours du maître, il est à prendre dans sa structure comme le fait qu'il s'agit avant tout du discours du signifiant maître. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à se représenter de maître. C'est-à-dire que c'est le discours qui nous domine. C'est ça le saut que fait Lacan. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dominés par des maîtres, nous sommes dominés par un discours. Et ce discours-là, donc, il opère exactement que j'ai commencé à vous présenter, c'est-à-dire le rapport entre la vérité en bas à gauche, le semblant en haut à gauche, la jouissance en haut à droite et la perte ou la production en bas à droite. Et c'est là, donc, où on retrouve nos premiers mathèmes mis en circulation, c'est-à-dire que dans le discours du maître, ce qui est inconscient, ce qui est refoulé, c'est la notion même de sujet. Il n'y a pas de sujet, puisque le sujet, on n'en parle pas. Il y a un savoir en position de semblant, en haut à gauche, qui s'adresse à une connaissance, un savoir-faire, hein, un savoir qui va vers un savoir-faire. Donc, il y a là la première structure sociale, c'est-à-dire, je sais donner des ordres, signifiant maître, et je m'adresse à ceux qui savent entendre et répercuter les ordres. Donc, pour imaginer comment ça fonctionne, il faut se représenter, par exemple, une tribu. Une tribu, vous savez que les hommes sont des créatures extrêmement peureuses. On peut s'imaginer que ça a changé, mais pas du tout. Les hommes sont encore extrêmement peureux. On l'a vu, hein, là, l'histoire d'un seul coup, il y a un petit virus, tout le monde se met des guenilles faciales, se fait injecter des produits géniques, etc. Comme il y a une peur, vraiment, tout le monde a peur de tout, hein, sous couvert de l'inverse. Donc, ces créatures extrêmement peureuses que sont les hommes, on le voit dans les films de Miyazaki, ils sont restés très très longtemps dans la forêt et ils étaient regroupés en petites tribus, petits groupes. Donc le discours du maître, là où il avait son importance, c'est que, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de fantasmes là. Il n'y a pas de sujet, quoi. Si je te dis, toi, tu te mets là et tu surveilles ce coin-là de la forêt parce que c'est par là qu'arrivent les bêtes sauvages, et toi, tu te mets là pendant qu'on dort et on fera la relève à tel moment, etc. Quand je viendrai te relever, tu iras dormir parce que c'est de ce côté que la bande opposée va nous attaquer. Et donc, on ne doit pas mourir là, on doit se défendre. Il faut que la parole, le signifiant, corresponde au signifié. Or, vous remarquez que dans le discours du maître, si vous regardez juste la partie en dessous, vous avez S barré d'un côté et petit a de l'autre. Ça, c'est la formule du fantasme. S barré, poinçon, petit a. C'est-à-dire que ces deux-là, qui sont en bas, ne peuvent pas être reliés autrement que par une exclusion réciproque. C'est-à-dire que si je suis du côté du sujet, je n'ai pas accès au petit a, et si je suis du côté petit a, je n'ai pas accès au sujet. Ça veut dire que le poinçon se dit plus petit et plus grand simultanément. Donc on les représente tous les deux sur la bande de Möbius. C'est-à-dire que l'excès ne vient jamais combler le manque. Plus on produit, plus il y a de manque, parce que le sujet et l'objet sont le recto et le verso de la même bande. C'est-à-dire que c'est un paradoxe logique. Et vous avez là l'exclusion dans le discours du maître du fantasme. Le fantasme est exclu du discours du maître, parce que le fantasme, ça veut dire que je me réfugie dans ma capacité intérieure de me dire, mais quand il me dit de me mettre là, est-ce que ça veut dire qu'il le dit à moi parce qu'il ne le dit pas à quelqu'un d'autre, ou moi je dois rester là parce que je ne dois pas être ailleurs? Je ne me pose pas de questions. C'est-à-dire, le discours du maître, c'est fait pour obéir et rien d'autre. C'est pour ça que vous allez voir après que c'est le discours capitaliste qui va devenir le discours du maître d'aujourd'hui. Mais la structure originelle du discours du maître, c'est que ça fonctionne. Pour un groupe humain, il faut que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas d'objet petit a, c'est-à-dire il est en perte, il est évacué, et il n'y a pas de sujet parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il est refoulé. Donc, il y a la mise en place d'une chaîne de signifiants
Et ça doit marcher, ça doit fonctionner, ça doit filer au pas. Et donc, c'est une évacuation totale du sujet et de son corrélat qui est l'objet. L'objet petit a, c'est l'objet du fantasme. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier ça. Dans la structure, l'accès au désir passe forcément par le fantasme. C'est-à-dire que le fantasme, sa fonction, c'est de pouvoir faire imaginer un plaisir et ressentir un plaisir sans objet. Donc l'objet est fantasmatique. L'objet va trouver son intérêt à apparaître dans la réalité, mais seulement comme recel d'un signifiant. C'est pas l'objet qui provoque le désir, c'est l'objet qui rentre en résonance parce qu'il contient un signifiant qui est déjà contenu dans la dimension pulsionnelle du sujet. La pulsion antécède les objets. Les objets viennent après l'apparition de la pulsion. Donc cet objet-là, cet objet petit a, c'est pas un objet au sens matériel du terme que vous pouvez saisir, mais c'est un objet au sens étymologique du terme. Ce qui veut dire qu'il est objectum, jeté devant, par rapport au sujet qui lui est subjectum, c'est-à-dire qu'il est dessous. Donc la première conception, vous l'avez vu dans le séminaire, d'un objet par rapport à un sujet, c'est que les objets apparaissent devant, et donc ça veut dire qu'ils sont soutenus par quelque chose qui n'y est pas, qui est le sujet, qui se déduit de ne pas être les objets. Donc on est là, on s'occupe, les bébés s'occupent, ils ont des objets, ils prennent une pomme, un verre, une timbale, ce qu'ils ont sous la main, ils ont un objet, et ce qui n'est pas l'objet, c'est le sujet. Donc c'est ce qui se déduit comme ça dans un premier temps. C'est cette petite vidéo qui est très drôle, là, Sophia sur Internet. C'est qu'à un moment, l'enfant s'aperçoit, parce que tout petit déjà, sa mère, c'est le représentant du grand autre, c'est-à-dire du lieu du langage. Ça parle de l'intérieur d'elle, et sa voix me parle, et elle me signifie. Et en tant que bébé, je vais essayer de me situer dans son orbe pour correspondre à son désir, être l'objet du désir de cette femme-là. Donc, à ce moment-là, je considère que mon entrée dans le langage, qui a été faite comme ça, manifestée par le fait qu'on me parle et que j'entends, c'est comme si j'étais le S2 de ce S1 du discours du maître. C'est-à-dire qu'il y a un signifiant maître qui s'adresse à moi. Et j'essaye de me trouver et de correspondre le plus possible à ce désir-là. Et petit à petit, je me dis, mais en fait, c'est là que je me trouve, puisque je m'entends. Je parle, je commence à balbutier, et j'entends, et vous allez voir que si vous parlez avec aux enfants, c'est là où vous les touchez vraiment, vous les observez, vous leur parlez, vous ne les touchez pas avec les mains, vous allez voir que la meilleure manière de les toucher, c'est de leur parler en vous adressant à eux et de dire la vérité. Vous leur parlez, vous parlez à leur sujet, vous leur dites la vérité, eh bien à ce moment-là, vous allez voir, ils sont touchés, ils activent leur présence au monde d'une manière particulière, parce que nous sommes ces êtres de parole-là. Donc pour nous, ça se passe dans la parole et par la parole. Mais ce qu'il y a, c'est que la parole, jusqu'à un certain moment, nous croyons que, puisque c'est notre mère qui parle, en fait, et que tous nos signifiants nous viennent d'elle, donc elle est le représentant de ce grand autre, ce lieu des signifiants, nous croyons qu'évidemment, elle sait tout ce qu'on pense, puisque tous nos mots nous viennent d'elle. Là, évidemment, il y a une équivoque signifiante sur mot MAUX. On verra qu'en fait, effectivement, après, on saura que tous nos mots aussi, les autres MAUX, nous viennent d'elle. À l'origine, en tout cas, d'une mauvaise interprétation que nous avons fait de certains signifiants à l'intérieur de la chaîne signifiante. Donc, il y a un moment où l'enfant va se rendre compte, c'est un moment magique, que la mère ne sait pas ce qu'il pense. Et là, c'est comme s'il ouvrait d'un seul coup la porte de l'océan du langage. Pour vous donner une idée de l'immensité, de l'effroi que ça peut proposer, c'est un côté fascinant. C'est la bibliothèque de Borges où il y aurait tous
tous les livres écrits dans toutes les langues possibles, dans toutes les étapes de leur conception possible. Donc tous les enchaînements, les combinaisons, les assemblages de mots qui racontent toutes les histoires possibles. Et ça a un côté fascinant parce que c'est l'infini. Et en même temps, c'est absolument effrayant. Parce que je ne suis rien, puisque j'ai perdu mon propre corps. J'ai été arraché au corps de ma mère et le corps de ma mère, c'est mon corps. Donc je n'ai plus de corps, je ne suis plus qu'une pensée, mais je suis une toute petite pensée, une goutte d'eau dans cet océan de langage. Hop, je referme la porte. Et je referme la porte, ça veut dire que je m'abrite derrière l'autre. Là. C'est pour ça que nous n'avons pas d'unité indépendamment de notre unité possible avec l'autre. Et m'abritant comme ça, l'abri que je vais trouver de refermer cette porte du langage, donc, c'est de me rabattre sur les objets qui vont m'ouvrir l'espace extérieur. Même s'il se présente comme cette espèce de bibliothèque faramineuse et gigantesquissime de Borges, c'est l'infini de mes espaces intérieurs, puisque c'est le lieu des signifiants. Et donc je referme ça et je me retrouve donc avec des objets qui recèlent des signifiants et je vais essayer de modérer mon accès au langage à partir de là. Et petit à petit, je vais essayer de me repérer dans un monde qui m'est donné comme étant la réalité. C'est-à-dire me retrouver avec une description dans laquelle je me retrouve, et c'est un peu moins inquiétant pour moi, mais je garde de cette expérience-là la possibilité du courage d'une excursion. C'est là où on le voit, les gens qui font une psychanalyse et qui vont se confronter à la vérité et à l'effroi que peut présenter cette vérité par rapport à un monde apparemment sécurisant de la banalité quotidienne, mais qui est, à mon sens, beaucoup plus dangereux et insécurisant. Parce que là, c'est un monde de manipulation, de perversion, d'exploitation et de domination. Mais certains, donc, restent accrochés à cette fonction de la parole comme déterminante de notre espèce, dont chacun est un représentant de l'espèce humaine. Donc, le discours du maître, bien sûr, c'est le discours du signifiant maître. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont présentés comme des maîtres, en vérité, ce sont des esclaves. Macron, Trudeau, même le nazi, la Schwab, tout ça, c'est tous des esclaves en vérité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils n'ont aucun courage, c'est pas des combattants, c'est pas des guerriers, c'est pas des gens qui vont se confronter à l'océan du langage. Ils sont juste dans des positions d'où ils tirent des prébendes et ils exploitent les autres. Mais comme le font les esclaves, Lacan attaque Hegel sur cette position-là. Il dit, le problème de la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, c'est que il fait de l'esclave l'avenir de l'humanité. On se demande si c'était mieux plutôt que pire de penser que les maîtres et les esclaves, c'était là, affirmé. Ça permettait de s'imaginer que ça pouvait changer à tout instant, mais ça changeait à tout instant. Quand les maîtres étaient prisonniers d'esclaves, quand les esclaves étaient affranchis, et il a raison. Si c'est ça l'avenir de l'humanité, eh bien, il a pas tort, parce que ce qu'on voit, ce sont les esclaves qui sont au pouvoir. Parce que le discours de l'université, on le verra tout à l'heure, c'est une copulation perverse avec le discours du maître qui va donner ce discours capitaliste-là. C'est-à-dire, on va raisonner en termes de savoir, mais ce sont des faux savoirs. C'est pas le savoir, ce sont des connaissances. C'est des connaissances qui sont mises en position de savoir. On verra cette inversion de flèche entre le sujet et le S1 tout à l'heure sur le discours capitaliste. Mais là, en tout cas, nous sommes dans le début de la structuration, et donc nous avons cette mise en place donc, du discours du maître qui fonctionne comme, dans un premier temps, un refoulement du sujet, de la division subjective, au profit d'un signifiant maître qui prend la place d'agent, qui s'adresse à une oreille capable d'entendre ce langage-là, au moins partiellement, c'est-à-dire d'y être congruent, pour évacuer donc le petit A
en tant qu'il est le grain de sable de l'énonciation, c'est-à-dire le bout de langage qui revient comme objet insoluble, qui ne peut pas passer, ça passe pas à la moulinette. Il y a un truc, on ne peut pas être tout langage. C'est pour ça que le petit a va s'avérer ce grain de sable qui empêche que ça fonctionne et en même temps qui permet que ça fonctionne. Puisque, évidemment, tout le sexuel va se trouver sur cet objet petit a, puisque c'est l'objet cause du désir. Nous sommes appelés à aller vers l'extérieur parce qu'il y a ce petit a. Sinon, nous serions comme des tores, la manière dont représente Lacan les êtres humains à la fin, c'est-à-dire un trou central avec une bande comme ça, un côté où ça rentre, un côté où ça sort. Donc stade oral, stade anal. Mais nous ne sommes pas que ça parce que nous sommes obligés par la loi, c'est là qu'intervient la loi. La loi, c'est la loi de perpétuation de l'espèce. Elle ne concerne pas seulement les êtres humains, puisque tous les êtres qui sont soumis, ils doivent, d'une manière ou d'une autre, se perpétuer. Donc, nous devons rencontrer un autre être de l'autre sexe pour nous accoupler et continuer l'aventure. Ça, c'est au départ, c'est l'origine, c'est ça. Donc, même la loi de l'inceste, elle est faite pour que justement l'être humain n'aille pas vers son propre épuisement, mais au contraire renouvelle tout le temps. Donc, il faut lire tous les Lévi-Strauss, là, l'échange des femmes, etc. Pourquoi justement les femmes sont l'objet petit a de l'homme, etc. Hein, évidemment, c'est très loin de toute la connerie féministe, parce que ça, c'est une connerie, ça n'a aucun sens en psychanalyse d'être féministe. Aucun sens. C'est-à-dire que la position féminine, c'est quelque chose de très précis. C'est pas dégradé ou dévalorisé, puisque ça commence par là, la psychanalyse. Mais c'est sûrement pas le féminisme de la connerie actuelle, là, qui fait que les femmes ne trouvent plus d'hommes, ne trouvent plus leurs possibilités féminines, et se mettent dans des situations catastrophiques par le fait de suivre un discours. Parce que le discours du maître, ça veut dire aussi que c'est toujours le discours qui est maître. Vous croyez que vous utilisez les discours, mais en fait, c'est le discours qui vous utilise. C'est pour ça qu'effectivement, il s'agit d'arriver jusqu'au discours de l'analyste, qui n'est pas une chose facile. C'est absolument donné à très très peu. Et donc, l'analyse est finie quand on a fait 2 fois le tour des 4 discours dans les 2 sens. Alors, il y en a un qui va dans le sens d'une libération, c'est le discours hystérique, qui va vers le discours de l'analyste, et il y en a un qui, au contraire, reflue vers le discours du maître perverti, c'est le discours universitaire. Donc ça, c'est pas difficile à saisir aujourd'hui, mais en 1968, quand Lacan inscrit ses mathèmes au tableau en commençant son séminaire L'envers de la psychanalyse, on n'en était pas du tout là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça paraît tellement évident, mais à l'époque, pas du tout. Eh bien, il arrive un jour, je le sais de source sûre, je n'y étais pas, mais celui qui m'a rapporté y était, et puis il inscrit ses mathèmes au tableau. Alors, il n'y avait pas encore le discours capitaliste, ça, il le fait 4 ans plus tard, à Milan, en 1972, où il rajoute ça pour expliquer ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a une déliquescence qui est en train de s'opérer dans les discours. Donc, ces discours-là sont censés nous faire saisir que, d'abord, ce n'est pas nous qui tenons des discours, mais ce sont des discours qui nous tiennent, que le fait qu'il y ait un discours du maître, ça veut dire d'abord et prioritairement que c'est toujours le discours qui est maître. C'est pour ça que je dis toujours, la psychanalyse n'opère que du discours qui la conditionne, c'est-à-dire le discours de l'analyste. S'il n'y a pas de discours de l'analyste tenu par l'analyste, il n'y a pas d'analyse. On est dans la série en thérapie, là, c'est-à-dire c'est une sorte d'orthopédie des comportements en fonction d'une espèce d'idéal que se fait le psychanalyste qui échappe à lui-même, qui est dans son inconscient, et auquel lui-même se soumet comme étant une sorte de morale. Le discours de l'analyste, il n'est pas moral, il est absolument éthique. C'est-à-dire, est-ce que je suis fidèle au désir qui a fait que je suis venu et que j'ai accepté de m'incarner et de survivre jusqu'à maintenant? Est-ce que je suis capable de passer de la survie à la vie? Ça, c'est éthique, c'est pas moral. Vous pouvez pas poser le problème en termes de je te fais ci, tu me fais pas ça, etc. Parce que l'articulation entre le petit a et grand A a été consommée.
il aura été passé le stade de la destitution subjective et donc il n'y a plus de possibilité de confondre un petit autre avec un grand autre et de sous-estimer la puissance du discours. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, la crise du covidiotisme a été une sorte d'ordalie. Elle a éliminé 95% des psychanalystes qui se disaient comme tels. On ne peut pas être psychanalyste qui met en scène dans son cabinet pour un sujet analysant. Donc là, je reviens au discours de l'analyste. Lui se met en position d'objet petit a, à n'en faire que le semblant pour permettre qu'un sujet qui est barré prenne la parole et parle comme un maître. Pour arriver à ça, il aura dû articuler le désir en fonction d'un rapport à l'autre qui surdétermine le sujet, puisque le sujet se prend dans l'autre. À partir de là, quand quelqu'un dit « j'ai fait une analyse et ce type-là est un complotiste », il y a une contradiction logique. C'est impossible de traiter l'autre de complotiste ou d'antivax quand on a fait une analyse, puisque vous n'êtes plus du tout dans ce genre de structure discursive. Ce sont des structures déterminent pour le sujet son rapport au désir, ça veut dire au dire et à la jouissance. Donc quelqu'un qui arrive, moi ça m'arrive tous les jours, quelqu'un qui arrive et qui me dit en vrai, parce que maintenant tout le monde dit en vrai. Alors du coup, en vrai, trop stylé, blablabla. C'est-à-dire toutes les saucisses là qui viennent boucher l'absence de sens dans le discours courant, eh bien je dis, mais pourquoi me dites-vous en vrai? Est-ce que vous en sous-entendez que vous pourriez dire en faux? Parce que il s'agit de lever le fait que on parle d'une place dans un discours et que là, il s'agit justement du discours dominant. Et donc, c'est pour ça que la psychanalyse est toujours une clinique du discours. On peut pas laisser quelqu'un qui dit la chose qui lui est arrivée d'une certaine manière, il reste coincé dans le jeu des signifiants. Et s'il arrive à le redire différemment, il change le passé et il dénoue le nœud de signifiant. Donc, c'est une clinique du discours. Et c'est un discours, c'est le discours de l'analyste. Parce que le discours de l'analyste est présenté par Lacan, non pas comme l'envers du discours du maître, mais il présente le discours du maître comme l'envers du discours de l'analyste. C'est-à-dire que c'est comme si on devait passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au départ, notre liberté, elle est déjà inscrite sur l'envers. C'est à nous de passer de l'autre côté, sur l'envers du discours du maître. Et pour ça, il nous faut comprendre comment fonctionnent ces discours-là, et il nous faut passer par il nous faut faire 2 fois le tour, une fois aller, une fois le retour, pour sortir de l'aliénation à notre fantasme. Parce que ce à quoi nous sommes aliénés définitivement, c'est pas la société, c'est juste à notre fantasme, c'est-à-dire ce qui est venu nous permettre de raccorder notre corps à la parole. Le corps, lui, il est vertical. Donc, notre parole, au début, nous la considérons comme quelque chose qui s'oppose au corps, qui est antithétique au corps. Mais en fait, ce n'est qu'une question de degré. Le corps, c'est déjà une parole. C'est une parole incarnée. Donc, elle est déjà articulée. Comme la parole est articulée, elle n'est plus articulable. Donc, c'est à nous, avec nos balbutiements, le fait d'apprendre à parler, acheminement vers la parole, c'est ça le travail de l'analyse, c'est d'arriver à mettre en rapport les sons qui sortent de notre bloc audio-vocal avec la parole qui est déjà incarnée dans le corps. Toutes nos pathologies viennent de là. Le corps est porteur d'une éthique, ça ne pouvait que faire des catastrophes, cette saloperie ARNM, puisqu'ils veulent modifier le code génétique humain. C'est une parole, c'est en 4 lettres. Ce sont des articulations multiples comme ça qui vont créer le code génétique. C'est une parole qui est déjà là. Notre éthique, elle est là. Donc, c'est par la parole, c'est pour ça que Freud commence à traiter la névrose non plus comme une maladie, mais comme un problème éthique. Au nom de quelle vérité je parle? Je ne peux pas dire n'importe quoi. Donc, la psychanalyse, c'est une cure qui passe par la parole, parce que c'est une clinique du discours, et puis surtout, c'est un discours. C'est-à-dire, hors du discours de l'analyse, il n'y a pas d'analyse. C'est la position du discours de l'analyse qui permet le dispositif analytique. Puisque
l'objet petit a, c'est la position dans laquelle se met l'analyste à n'en faire que le semblant, d'être le représentant, d'être ce S2 là, cette connaissance qui lui est, ce savoir qui lui est prêté là par l'analysant. C'est ça qui est supposé. Il parle au nom d'un savoir qui lui est supposé. Mais lui ne se suppose pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de savoir. Ça veut dire que son savoir va mettre en déroute tout le savoir cru par l'analysant qui croit qu'il sait quelque chose de l'organisation du monde, etc. Pour le faire venir à son propre savoir, c'est-à-dire éliminer les signifiants maîtres qui le dominent. Pour faire place à d'autres signifiants. Il faut toujours qu'il y ait des signifiants maîtres. Mais il faut évacuer ce qui a été à l'origine de tous les symptômes. Donc, vous avez la matrice des 4 discours. Le problème qui est posé par le discours du maître, donc, on le voit, il est double, c'est-à-dire que le sujet barré reste inconscient, refoulé, et surtout, il y a une évacuation du petit a. Donc, il n'y a pas de fantasme. Donc, comment on va essayer de réintroduire ce petit a, puisque c'est le réel, le petit a, qui résiste au discours. C'est le bout de réel qui résiste à tous les discours. C'est-à-dire que les discours ne tournent pas à vide. Il y a ce truc-là qui empêche que la boucle se referme. La résolution de l'impasse, c'est qu'est-ce qu'on fait du petit a? Alors, on passe d'abord au discours universitaire. Le petit a, on va le traiter. On va le traiter et on va l'astuder. C'est un néologisme de Lacan, le petit a, c'est l'astuder. L'astuder, c'est une manière de dire l'étudiant. Hein. Donc, le S2, c'est-à-dire celui qui se met en position de professeur, Lacan détestait qu'on l'appelle professeur ou docteur ou je sais pas quoi. Hein. Quand il disait ça, il dit non, je suis psychanalyste. Ça veut dire qu'on n'a pas le même genre de relation sociale. Quand on est un professeur avec un étudiant, il y a un certain type de relation qui s'installe et qui se voit notamment dans les mémoires, dans les thèses, etc. C'est que le S2, là, au nom d'un S1 qui ne cite pas, c'est-à-dire que quand vous faites une recherche qui est financée par Bill Gates, vous n'allez pas dire que c'est financé par Bill Gates. Des fois, vous n'en savez rien. Mais vous allez parler d'un savoir qui vous est transmis et donc dont vous faites le porte-parole en tant que S2. Vous dites, ah ben oui, on a mesuré, c'est toujours le on, hein, on a mesuré ça, et donc ça et ça donne ça, et vous apprenez, vous transmettez du S2, du statut de professeur, à un petit a qui est là pour gober toutes vos paroles, et puis pour vous les restituer à la fin, en citant bien votre nom, en disant, voilà, ça c'est mon professeur qui a dit ça, etc. Et donc ça, c'est le savoir universitaire, c'est-à-dire les connaissances, comme dit Lacan, avec le mot connaissance. C'est une connaissance, une essence conne. Et donc là va se distribuer notamment la science. Donc la science qu'il traite de futile, parce qu'elle fuit dans tous les sens. Parce que évidemment, la vraie science, celle qui a été consacrée par Popper, et la science médicale par Canguilhem, c'est une science qui, tout le temps, fait chuter le savoir au nom d'une vérité. Et on verra que la vérité, celle qu'il apporte, c'est l'hystérique, hein, c'est ce qui va interroger Freud, la vérité portée par l'hystérique. Mais l'université est à l'opposé de ça, puisque c'est un faux père à l'université. Donc, puisque il va, comme je vous le dis, il va tout apprendre sur la corrida, mais il va jamais, lui, descendre dans l'arène et se confronter au taureau. Il va tout savoir sur les instruments, sur la manière de ce qui a eu lieu à tel endroit, à Bogota, à Madrid, etc. Mais lui, il ne descend jamais là-dedans. Donc c'est en ça où c'est un peu le discours faux cul par excellence, parce que je ne fais que répéter des choses que j'ai lues, mais je n'en sais rien moi-même, je ne les ai pas expérimentées. Donc ce discours universitaire, son intérêt, c'est en créant une position de pouvoir vis-à-vis d'autres que sont les étudiants, les astudés. Donc, il va se rapprocher du maître et il va faire croire au maître que le maître a besoin de ce savoir-là. Donc, c'est toutes les études de marketing, là, c'est McKinsey, etc. Tous ces trucs-là disent, oui, mais c'est mieux pour
dominer et diriger tous ces gens, d'avoir un certain savoir que j'ai. J'ai un savoir marketing. Je sais que, par exemple, si vous employez telles expressions, donc ça c'est toute l'histoire de Bernet, le neveu de Freud, qui était toujours interrogé dès qu'on devait faire des opérations de masse, c'est-à-dire d'un seul coup faire fumer toutes les femmes, eh ben on allait questionner Bernet et lui disait ben, c'est facile, invitez les femmes les plus influentes là à la télé et puis vous les faites fumer. Vous allez voir que dans quelques temps, toutes les femmes en Amérique fumeront. Donc, ces savoirs-là, qui sont des savoirs, disons, universitaires, des connaissances, vont se mettre au service du maître et le maître, petit à petit, va se voir grignoter son savoir par ses professeurs d'université qui sont justement au départ les conseils du maître, mais qui se substituent rapidement au maître. C'est-à-dire que c'est le savoir de l'ombre des maîtres. C'est un peu comme Trudeau et McKinsey ou tous ces trucs-là un peu flous qui vont donner justement cette copulation entre la structure du discours du maître et celle du discours universitaire vont donner le discours capitaliste. On verra plus tard, parce que je vais arriver à la fin au discours capitaliste, parce que d'abord je voudrais bien que vous compreniez le fait que dans ces 4 discours, donc, il y a toujours un lien social, parce qu'il y a une manière dont fonctionnent les flèches, et il y a pour chaque sujet une position qui lui dit où est sa jouissance et vers où se situe son désir. Donc, pour chacun qui s'inscrit dans un des 4, il y a quelque chose qui fonctionne comme ça. Et ça ne fonctionnera plus avec le discours du capitaliste parce que dans le discours capitaliste, il n'y a plus de lien social. Il n'y a plus d'organisation à 2. Le lien social que met à jour l'analyse et donc le discours de l'analyste, c'est un lien social à 2. C'est pour ça que Freud n'est pas intéressé du tout par les combats sociaux. Comme dit Lacan, Freud n'est pas un progressiste. Parce que c'est impossible quand on a affaire au désir et à la jouissance du sujet de ne pas considérer que c'est ça qui est premier et que c'est ça qui va déterminer dans le rapport que le sujet a au discours son propre destin. C'est pas des choses collectives. Ça va être quelque chose qui est pris dans le collectif de l'espèce et pas de la société. Donc, nous avons un rapport entre ces 4 discours-là qui sont de cet ordre-là. Le discours de l'analyste, c'est l'envers du discours du maître. Donc, il s'agit de retrouver le discours du maître par l'exploration des impasses que le fait de vouloir recycler l'objet petit a va proposer d'abord dans le discours universitaire. Donc, c'est lui l'astudé, vous êtes l'étudiant à qui on apprend des choses, etc., que vous allez répéter, mais vous n'en savez rien, au fond, vous ne faites que répéter en disant oui, un tel a dit, blablabla. Bla, bla. Et donc, ce qui s'évacue là, c'est le sujet, tout simplement. Le sujet divisé. Vous évacuez la division de votre sujet dans le discours universitaire. Et évidemment, dans le discours hystérique, cette évacuation du sujet divisé se retrouve en position d'agent. C'est le sujet qui s'adresse au maître cette fois, hein, au S1, et qui lui dit mais qui suis-je donc pour que toi, tu me dises qui je suis? Donc là, on a la première amorce de la révolte possible qui va amener à la possibilité de l'analyse. C'est pour ça qu'en analyse, on hystérise toujours le sujet. C'est-à-dire qu'on le met en position de parler. C'est-à-dire de parler, de s'adresser au maître en tant que c'est signifiant maître, que c'est pas nous. Un psychanalyste qui se fait le grand autre de quelqu'un, d'un analysant, c'est la canaillerie à l'état pur. C'est la définition de la canaille pour Lacan. C'est-à-dire de maintenir l'autre sous emprise en se faisant passer pour son grand autre. C'est l'inverse que fait le psychanalyste. Il se met en position d'objet petit a pour n'avoir à répondre que de sa position. Il n'a pas à répondre aux questions de l'analysant. Il a à répondre de sa position qu'il tient, d'un savoir qui lui est supposé, donc de la confiance qui est accordée par l'analysant à l'analyste, de justement de ne pas se prendre pour un grand A, mais d'être absolument impeccable dans sa technique analytique, dans sa pratique. Donc de manier l'interprétation, l'équivoque signifiante, et de parler au nom du discours analytique, d'être au service
du discours analytique. C'est ça la psychanalyse, et c'est rien d'autre que ça. Et il faut des années pour arriver à ça. Donc, le discours capitaliste, lui, évidemment, par rapport au discours de l'hystérique, hein, qui est ce sujet divisé qui s'adresse au maître, là, en disant, mais qui suis-je donc pour que toi tu me dises? Alors, l'hystérique va mettre le maître en défaut, parce que, évidemment, un maître qui se prend pour un signifiant maître, il se trompe toujours, parce qu'il croit que lui, il est au-dessus du discours. Le discours, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire que c'est la parole qui nous gouverne, et nous ne gouvernons pas la parole. La perversion, c'est de vouloir faire croire que nous sommes plus forts que la parole et que nous pouvons maîtriser le discours. Non, il nous faut choisir les discours et nous mettre au service du discours. C'est la seule manière de sortir de notre aliénation fantasmatique. Donc, à ce moment-là, l'hystérique va évacuer le S2, c'est-à-dire la connaissance. Elle est dans une autre logique, qui est une logique d'épuisement du signifiant maître au nom du petit A qui est son propre corps. Elle ne veut pas donner son corps à l'autre. Voilà, c'est à ce nom-là, et ça c'est ce qui est refoulé dans le discours de l'hystérique, qu'elle questionne le maître et qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas correspondre à ce que le maître voudrait d'elle. Et donc ça c'est la préparation au discours de l'analyste, puisque l'analyste lui-même se mettant en position d'objet, c'est lui qui prend la position de l'objet à n'en faire que le semblant, c'est-à-dire de devenir la cause du désir de l'analysant. Ça veut dire d'être la cause de là où il vient causer, il vient parler, et donc il va venir s'inscrire dans le désir en tant que dire, il va s'acheminer de la parole parce que l'analyste ne va jamais souscrire à son désir, il va jamais répondre là où l'autre l'attend, il va toujours le ramener vers la parole, vers son inféodation au discours et vers le cheminement qu'il doit faire dans les discours. Et là, à ce moment-là, au moment de la fin de l'analyse du deuxième tour, il laisse tomber son signifiant maître, c'est-à-dire qu'il y aura eu une destitution subjective, il ne sait plus qui il est, il ne peut plus faire confiance aux moindres mots du langage. Tous les mots du langage lui sont devenus étrangers, il ne peut plus s'appuyer sur rien, il est démuni, c'est une destitution subjective, il fait chuter un signifiant maître, il reconstruit autre chose, une position qui lui permet, là, d'envisager de passer du côté du discours de l'analyse. C'est ce que Lacan appelle un saint. Un saint. Pour me faire comprendre, ne fait pas la charité. Plutôt se met-il à faire le déchet. Il décharite. Voilà. Ce pour réaliser ce que la structure impose, à savoir permettre au sujet de l'inconscient, le prendre pour cause de son désir. C'est de l'abjection de cette cause, en effet, que le sujet en question a chance de se repérer, au moins dans la structure. C'est la condition pour qu'il se repère aussi ailleurs, si l'inconscient est bien ce que. Et supporter cette abjection pour le saint, c'est pas drôle. Mais j'imagine que pour quelques oreilles, au moins, à cette télé, ça recoupe bien des étrangetés, ce que j'appellerais les faits de saint. Les faits de saint, ça est effet de jouissance qui n'en a le sens avec le oui. Il n'y a que le saint qui reste sec. Ma cache pour lui. C'est même ce qui épate le plus dans l'affaire. Épate ceux qui s'en approchent et ne s'y trompent pas. Le saint est le rebut de la jouissance. Alors, hors de ça, le lien social S1, S2, donc, signifiant maître s'adresse à un savoir-faire.
discours de l'université, vous avez le savoir universitaire, c'est-à-dire les connaissances qui s'adressent à quelqu'un à former, qui est considéré comme informe, donc un astudé qu'il s'agit de former. Le discours hystérique, donc, c'est le sujet barré, le sujet divisé, qui, sous forme de revendication au maître, pose la question jusqu'à épuiser son savoir et le mettre en difficulté. Qui es-tu pour que tu dises, toi, qui je suis moi? Ou qui suis-je moi pour être dans cette position où ce soit toi qui doives me dire qui je suis? C'est plus juste ça. Et le discours de l'analyste, cette fois, c'est en position d'objet faire advenir le sujet divisé en tant que il parle comme un maître parce que l'analyste se met en position d'objet, à n'en faire que le semblant. Et là, vous avez entre petit a et S barré, tout à l'heure vous avez vu S barré, petit a, là petit a et S barré, vous avez la formule de la perversion qui a entraîné beaucoup d'erreurs. Mellman a raconté n'importe quoi, Miller s'est jeté, Miller n'a jamais rien compris à la psychanalyse. Hein. Donc là, Mellman, lui, il s'est fait bluffer par un mec qui s'appelle, je sais plus comment, je l'ai déjà cité, mais je m'en souviens plus, un Argentin là, qui a déliré là-dessus en disant que le discours de l'analyste, en fait, c'était le discours des objets, parce que c'est l'objet petit a, qui nous domine, les téléphones, la technologie, etc. Donc cette hérésie-là a évidemment séduit tous les universitaires qui ne comprennent rien, puisque eux, ils descendent pas dans l'arène, donc ils se payent de mots, ils sont bluffés par les mots, et donc ils sont partis là-dessus, Mellman bille en tête, Miller a suivi, puis après Zizek, etc. Ah oui, c'est génial, etc. Mais c'est le contraire de ça. Ça, c'est le discours de l'analyste, c'est que l'analyste ne jouit pas de sa position. Et c'est pas un objet qui parle, puisque il ne se fait l'objet petit a que pour permettre l'émergence du sujet et créer une intersubjectivité qui ne soit pas perverse. C'est la seule manière de créer une intersubjectivité qui ne soit pas perverse. Parce que sinon, c'est toujours de la perversion. Quand on se met dans une position d'être objet, c'est pour faire jouir l'autre. Et donc ça, c'est la position perverse par excellence, qui donne une position de pouvoir sur l'autre qui est déniée par le fait qu'on se fasse l'instrument de sa jouissance. Et donc, justement, le rôle, la fonction du psychanalyste, c'est de ne pas en jouir. Donc, il ne joue pas le jeu de ça, sauf à faire parler pour que l'analysant, lui, évacue son signifiant maître et passe donc du côté de la possibilité de reconstruire une autre possibilité de se mettre au service du discours de l'analyste cette fois. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a un lien social qui est formalisé. Quand le maître s'adresse à quelqu'un, un médecin par exemple, il vous donne une ordonnance, vous payez. Ça, c'est une relation sociale. À l'université, vous allez prendre un cours, vous êtes petit a, vous écoutez le mec et puis vous lui restituez son savoir à la fin avec votre mémoire ou votre doctorat ou je sais pas quoi, votre thèse. C'est un lien social. L'hystérique, c'est le lien de la provocation. Et puis, l'analyse, c'est le lien de l'émergence du sujet. Et c'est pareil. Vous allez voir votre analyste, vous venez à l'heure, vous payez vos séances, et puis il tient sa position éthique, et puis vous avancez dans votre cure, et vous n'êtes plus le même après qu'avant. Et il y a toujours un lien, donc, et un lien social à deux. C'est pour ça que la structure de Lacan, c'est ce qui permet de faire l'économie de tout imaginaire social, puisque le lien social a toujours lieu à deux. Sauf, bien sûr, dans le discours capitaliste, parce que là, si vous regardez avec attention le discours capitaliste maintenant, vous allez avoir la partie de droite qui est celle du discours du maître, mais la partie de gauche, elle est la partie du maître inversée. C'est-à-dire que cette fois, c'est le sujet qui domine le signifiant maître. C'est-à-dire que c'est l'inverse de toute l'analyse, de toute l'histoire de l'humanité. C'est que on le savait confusément, c'est pour ça qu'il y a eu autant de dieux, autant de mythes, autant de cultes, etc. Mais l'homme savait confusément, depuis qu'il était dans sa propre minorité, que quelque chose de plus grand le dominait. Mais là, l'hubris du discours capitaliste, c'est de s'imaginer que lui domine le discours. Et donc, c'est le fait d'être, comme dit Lacan, nommé à. Puisque cette fois, ça va être des gens qui vont être nommés à
faire des choses et dire des choses, appeler des choses. Donc là, on a le magnifique exemple avec le Covid, la covidiocratie et tout ce qui s'est passé. Hein, ces histoires de pangolins, toutes ces manipulations, etc. On voit qu'il n'y a plus de logique. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des aberrations logiques absolues que personne ne remarque, mais que n'importe quel psychanalyste devait immédiatement souligner. Quand un président de la République dit « nous sommes en guerre », il prétend que c'est contre un virus, il faut dire « stop ». Ah, on arrête tout, là, il y a un problème logique. Quand il dit rester chez soi, c'est sauver des vies, on dit ah non, non, c'est impossible. Il y a une erreur logique là. Donc, on voit que la logique est mise en faillite, puisque le discours officiel raconte n'importe quoi. On ne peut pas dire rester chez soi, c'est sauver des vies. C'est absurde. C'est non seulement contraire à toute l'expérience, mais c'est contraire à toute la logique. Vous pouvez rester chez vous pendant 100 000 ans, vous ne sauverez jamais une vie, et même pas la vôtre, hein, et surtout pas la vôtre. Donc, pour arriver à cette absurdité-là, il faut être dans ce discours capitaliste qui a évacué le lien au discours au profit de ce qu'on appelle la réalité, la manière dont le discours capitaliste a un effet sur le sujet que vous avez en séance. C'est une question d'écoute, c'est-à-dire de ne pas laisser passer ni l'équivoque, ni les termes qui signifient que là, le sujet est trop pris dans la novlangue. Il faut le faire sortir du discours dominant. C'est impossible qu'il se passe quelque chose si le sujet est intégralement pris dans le discours dominant. Il faut arrêter le travail tout de suite. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. De répéter les formules fétichisées du discours dominant en analyse, c'est pas de l'analyse, puisqu'il n'y a pas de critique du discours. Critique, ça veut dire discernement. Et donc, il s'agit de discerner. Et des fois, ça prend du temps. Hein. Il y a des fois des gens qui sont depuis longtemps, c'est difficile de les faire sortir des habitudes de parler, des formes fétichisées qui se répètent tout le temps, de cette espèce de psittacisme qui empêche le sujet d'accéder à la parole. Et Lacan, bien sûr, insiste là-dessus. Il y a 3 discours qui sont des discours sphériques et un discours qui est de structure möbienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chacun des discours, maître, hystérique, universitaire, il y a un intérieur et un extérieur, et donc ce sont des discours qui sont qualifiés par Lacan d'univoques. On est ou dedans ou dehors. Vous voyez que là, nous avons 3 discours qui, d'une certaine manière, sont des variantes du discours du maître. Alors, évidemment, on est dans le discours du maître quand on fonctionne dans ce rapport entre S1 et S2, mais on est aussi dans le discours du maître, paradoxalement, quand on est dans le discours de l'hystérique ou dans le discours universitaire. Donc là, nous avons dans ces 3 discours-là ce que Lacan appelle le mode sphérique. Ce sont des discours univoques. Univoque, ça veut dire que pour qu'on ait une chance de s'entendre, il faut qu'on arrive, en gros, à ce que les mots désignent, pour chacun de nous, la même chose. Si on dit mur, en gros, on va dire qu'on se représente la même chose, c'est mur. Alors que si on passe dans le discours de l'analyste, en quoi est-il différent des 3 discours? Les 3 discours qui sont sphériques, lui, il est meubien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les autres discours, on l'a vu, les mots finissent toujours par envoyer un référent qui est une chose. On ne peut pas rester uniquement dans les mots. Or, le travail de l'analyse, c'est justement de réinitier ce commencement-là de telle manière que la coupure ait effectivement eu lieu. La coupure, c'est bien sûr la coupure entre les mots et les choses, puisque la coupure entre les mots et les choses, c'est seulement dans le discours analytique qu'elle est möbienne. Möbienne, ça veut dire conçue sur le modèle de la bande de Möbius, pour laquelle on passe plutôt d'un côté à l'autre de la bande sans franchir de bord. Alors, de quoi parle-t-on à ce moment-là? À ce moment-là,
il n'y a plus d'illusion à se faire. C'est-à-dire que nous sommes réellement coupés du monde. C'est ça la véritable castration. C'est là aussi que la psychanalyse prend sa dimension, à proprement parler, poétique. C'est-à-dire le passage du signifiant au sens et retour au signifiant. Donc on passe du dire au dit et du dit au dire et on accepte ça. Ce faisant, il y a un rééquilibrage qui se fait de telle manière que le sujet puisse accoucher à ce moment-là d'un nouveau signifiant bête qui ne peut pas rejoindre donc le savoir ancien. C'est une autre manière, c'est autre chose qui se passe. Et ce en quoi le discours analytique est d'un tout autre tabac que les trois autres discours. Voilà une manière de présenter, disons, une petite approche de la théorie des discours de Lacan, qui est le cœur de l'enseignement lacanien. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de le dire du début à la fin, c'est-à-dire jusque ses derniers séminaires. Le discours analytique, se mettre au service du discours analytique, c'est toujours son mot d'ordre, c'est-à-dire sa manière d'être et de se repérer dans la structure. Ce sont ces termes. Il s'agit de retrouver le chemin du désir en se repérant dans la structure et donc permettre à chacun des analysants d'être dans l'orientation de son dire. Et là, les résultats sont fabuleux parce que la parole à laquelle advient l'analysant est une parole qui libère son destin. Or, vous le savez, c'est une phrase de Giono que j'adore, le destin n'est que l'intelligence des choses qui se courbe devant les désirs secrets de celui qui croit subir, mais en réalité provoque, appelle et séduit. Et c'est ça le piège du langage, et c'est ça que l'organisation des discours de Lacan permet d'imaginer une sortie possible qui a été entrevue par Freud. Ce que Freud a découvert, c'est ceci, c'est que l'être parlant ne sait pas les pensées. Il a employé ce terme, les pensées même qui le guident. Il insiste sur ce que ce sont des pensées. Et quand on lit, on s'aperçoit que ces pensées, comme toutes les autres, se caractérisent par ceci qu'il n'y a pas de pensées qui ne fonctionnent comme la parole, n'est-ce pas, qui n'appartiennent au champ du langage. Il est préférable que l'analyste, si heureusement il n'y a pas toute la part d'action, sache ce qu'il fait. Savoir ce qu'il fait, ça veut dire dans quel discours il est pris. Il y a une scène de La ruée vers l'or de Chaplin où, perdu dans le blizzard, il sort de sa poche un papier et il le tourne. Il s'agit en fait des 4 points cardinaux. Évidemment, cette scène-là, qui paraît absurde et totalement surréaliste, lui permet de s'orienter. Eh bien, ce que je propose, c'est, dans ces moments de désorientation qui sont les nôtres, d'utiliser les 4 discours de Lacan, justement, comme notre boussole, qui nous permet justement, en tournant à chaque fois d'un quart de tour, puisqu'il y a 4 places et 4 éléments qui viennent occuper la place, et donc les changements, les rotations se font toujours d'un quart de tour, d'essayer de nous y retrouver un peu dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui.